C'est assez paradoxal parce qu'au lycée, on est tous ensemble, à l'école, on est tous ensemble, et d'un coup, t'arrives en banque et en fait, t'es 2 filles dans une promo de 20 mecs. Et d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quoi. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazare et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bienvenue à ce podcast Career Insight développé par Training You. Hélène est executive director chez Oddo BHF. C'est aussi une ancienne Lazare que j'ai eu la joie de rencontrer pendant mes jeunes années en M&A, avec qui j'ai eu le plaisir de rester en contact. Merci encore Hélène pour avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir d'être là et c'est encore plus plaisant de voir quelqu'un, un ancien de Lazare, monter une si belle entreprise. Merci Hélène. Alors on va couvrir pendant ce podcast 3 grandes thématiques. D'abord ton parcours, bien évidemment. Ensuite, être une femme. Aujourd'hui en M&A, c'est finalement encore peu commun. Et enfin, l'actualité des M&A et des tendances du secteur. Commençons par la première partie. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours? Alors vous imaginez bien, c'est le sujet le plus compliqué et le plus plaisant pour chacun d'entre nous, je présume. Donc c'est d'autant plus simple d'en parler. Donc alors je vais partir de loin parce que vous allez voir, c'est toujours très amusant. Donc je suis née en Russie. Je vous assure, je ne suis pas venue en France à pied, mais pas par avion, en ayant fait une classe préparatoire en France et ensuite l'ESSEC. Et après avoir quitté l'ESSEC, où j'ai fait pas mal de stages en fusion-acquisition également, en corp dev et en banque, Rothschild, Danone, Areva, j'ai rejoint Santander. Santander, j'anticipe tout de suite éventuellement sur une de tes questions. Santander est effectivement une banque universelle, une des plus grosses capitalisations européennes dans le secteur financier. Et elle était dirigée à l'époque par Stéphane Boujna, donc quelqu'un d'assez exceptionnel qui est aujourd'hui à la tête d'Euronext. J'ai ensuite quitté Santander pour rejoindre Lazare. Donc autant vous dire mes meilleures années, meilleures expériences, meilleurs amis. Toujours très intense, mais c'est dans la sueur qu'on se fait vraiment les meilleurs, un meilleur fond. Et bien évidemment expertise aussi. Et ensuite voilà, ça reste un métier qui est quand même très challenging, etc. J'avais rejoint un de mes clients qui était Capgemini en tant que directrice fusion-acquisition, où j'ai fait pas mal de deals plutôt très sexy, notamment Odigo qui est parti dans un fonds, etc. Donc voilà, j'ai pu voir le côté buy-side, le côté sell-side et vraiment appréhender un peu tout l'univers qui entoure le métier de fusion-acquisition. Alors revenons vers la genèse de ce parcours. Comment tu as découvert l'univers de la corporate finance et qu'est-ce qui t'a séduit au départ dans cet univers? Super question. Donc ça va nous remonter à très loin. Donc, moi, j'ai fait mes études à l'ESSEC au moment où il y a eu la crise de 2008, donc la crise Lehman. Autant vous dire que les stages étaient excessivement chers, donc il fallait vraiment faire le taf pour pouvoir intégrer une banque. C'était à l'époque où Lehman était en train de faire faillite, donc autant vous dire qu'il y avait pas mal de banquiers qui étaient disponibles sur la place. C'était un métier qui était très à la mode. Le PI n'était pas encore aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Disons qu'en Europe, on était encore aux prémices du cap dev, etc. Donc, ça aussi, c'est un élément important à noter. Il y avait relativement moins de boutiques qu'il y en a aujourd'hui. Donc, imaginez-vous, donc il y a quasiment 15 ans en arrière, voire plus. Et donc, en gros, il y a une dizaine de banques qui sont présentes sur la place parisienne et quelques corpos qui embauchent les tout petits, les jeunes, et vraiment très peu de private equity qui ont plutôt leur bureau à Londres.
Et alors, j'ai juste de la chance, vous voyez, comme souvent ça se fait. Je rejoins Areva T&D, qui était une boîte vraiment exceptionnelle, qui était gérée par Philippe Guimau, qui est toujours donc en activité. Et Areva T&D était une boîte qui venait d'être rachetée par Anne Le Vergeon. Donc vraiment, je vous parle d'un truc qui sont déjà dans les livres d'histoire, donc ça autant vous dire que ça me fait déjà mal. Et il lance un département de corporate dev, de corp dev, et il achète pas mal de boîtes, petites boîtes, une en Chine, une en Finlande, quelques boîtes aux US, des petites boîtes, donc rien d'outstanding, des boîtes autour de 20 millions. Et ce métier-là ressemble un tout petit peu à du project management, soyons honnêtes. Sur des petites entités, tu as beaucoup de project management, tu as moins de structuration financière ou de réflexion autour des structures optimales, de l'impact sur le bilan de la société acquéreur, etc., etc. Donc, vraiment beaucoup de project management. Et là, du bol incroyable, je commence à travailler avec, en tant que vraiment le scribe le plus junior des juniors. J'essaie juste de me rendre utile et ne pas trop me la ramener, comme on dit. Areva décide de vendre Areva T&D. Et ça, c'est une transaction à 5 milliards. Et là, c'est exceptionnel. Donc, bien évidemment, Lazare y était avec Isabelle Xoal qui gérait le deal. Il y avait Citi qui était là, donc avec Fadil Aham qui est aujourd'hui chez Macquarie. Donc voilà, bien évidemment, il y avait François Kayat qui est aujourd'hui chez Lazare, mais à l'époque était chez Cassib. Autant vous dire que c'est un milieu très très restreint des banquiers qui savent gérer les transactions au-delà, on va dire, au-delà de 5 milliards. Et là, tout un autre monde, une passion absolue pour le truc, tout est complexe. Autant vous dire que je comprends rien à l'époque, c'est génial. Maintenant, on va dire que je suis suffisamment à l'aise pour le dire, mais bien évidemment, avant, j'essayais de prouver à tout le monde que je comprenais tout. Donc, erreur stratégique de ma part, mais depuis, je dis à tout le monde que je ne sais rien. Et c'est là où je me dis, c'est le job que je veux faire. Je veux faciliter des deals de ce genre-là. Et incroyable, j'ai une embauche chez Santander qui était très actif à l'époque et sur un modèle qui est assez intéressant, qui travaille sur un nombre de clients restreint, c'est-à-dire ils font quasiment pas de l'opportuniste. Ils ont une liste de clients définie. Ça, c'est les grandes banques, ils travaillent parfois sur ce modèle. Donc, on va dire, j'exagère, mais on va prendre l'exemple du CAC 40. Donc, ils disent, voilà, le CAC 40, c'est nos clients et on va travailler qu'avec eux et pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut préparer les présentations. Tu commences à connaître vraiment bien le client parce que tu ne parles pas qu'au directeur M&A ou au CFO, au CEO, tu parles au trésorier, tu parles à la personne qui va gérer les bonds, tu vas parler à la personne qui va gérer le cash court terme, tu vas parfois parler aux gens qui gèrent les cartes de paiement pour le personnel au Brésil. Et franchement, genre, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça en première expérience parce que ça m'a permis de voir toute la granularité de ce qu'est la finance dans une société, dans une vraie société. Et la vraie différence, et ça c'est très amusant parce qu'ensuite, quand je suis arrivée chez Lazare, ce qui était très différent, c'est que le M&A est la seule activité, donc le métier de conseil. Or, pour une société, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'exceptionnel absolu. Une société, elle ne vit pas du M&A. Elle vit du cash management, de la gestion du working cap, de la gestion du loan, de la gestion, donc plein de sujets qui sont vraiment des sujets réguliers, récurrents. Alors que le M&A, c'est de l'exceptionnel et ponctuel. Ça veut dire quoi? Alors, il y a une conclusion très directe, c'est que quand vous avez fait les deux, vous avez la capacité, en vous asseyant en face d'un cash manager ou celui qui va faire le fund flow, pour petite astérix en bas de page, le fund flow, c'est ce que vous créez au moment où vous devez payer les proceeds de la transaction. Donc, vous savez comment parler dans leur langue. Donc, vous êtes bilingue
et vous êtes capable, non pas seulement parler aux grands stratèges, etc., c'est absolument passionnant, mais tout ce monde-là vit parce qu'il y a les gens qui exécutent derrière, des cash managers, encore une fois, des loan officers, des gens qui monitorent le rating, les gens qui vont monitorer les quelques positions de bilan, des gens qui sont responsables tout simplement de la recovery sur les payables, etc., etc. Donc, je me suis beaucoup étendue, mais n'hésite pas à m'arrêter. Non, mais comme tu l'as mentionné, tu as passé tes premières années en M&A chez Santander et Lazard. Quelles sont les principales différences entre les deux banques dans la manière d'originer et d'exécuter les mandats? Et puis toi, qu'est-ce que tu as appris en tant qu'analyste, associate et ensuite directrice chez Lazard? Alors, ça m'a frappé tout récemment chez Lazard, et autant vous dire que je reste toujours une des plus grandes fans. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande de lire le livre qui s'appelle Wisdom of Crowds. Et je trouve que chez Lazard, on est au paroxysme de ce qu'est Wisdom of Crowds. C'est-à-dire, on met les gens, somme toute assez normaux, enfin, intelligents certes, mais l'écart-type, disons, est relativement faible. Mais ensemble, ils arrivent à créer quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est-à-dire, l'ensemble des docs sont intelligents, intéressants, très bien construits, très bien réfléchis. On réfléchit, tout est customized. Il y a une vraie connaissance des sujets. Et ce que le groupe de gens met ensemble est absolument exceptionnel. Alors, superbe école. Il faut juste savoir que ça sera un tout petit peu dur. Mais j'ai envie de vous dire encore une fois, c'est pas bien grave, parce qu'en fait, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde, on est tous passés par là, c'est nos petites guerres à nous, et je trouve que ça crée ensuite un lien quasiment indélébile sur les alumni, sur voilà les amitiés que ça crée, la capacité à se comprendre très très vite sur certains sujets. Et bien évidemment, je vous le dis ça aujourd'hui, hein, je n'ai pas dit que je n'ai pas pleuré 5 ou 6 fois en rentrant chez moi à 4 heures du mat et en devant aller au bureau à 8 heures. Hein. Je vous dis ça avec beaucoup de recul, mais honnêtement, superbe expérience, il faut y aller. Il faut y aller. Si vous avez la possibilité d'y aller dès que vous êtes tout bébé, allez-y. Si vous avez la possibilité d'y aller un peu plus, sur un deuxième cycle de votre carrière, allez-y aussi. Et c'est valable, bien évidemment, pour toutes les banques qui ont cette exigence et rigueur et surtout ce sens de la clientèle. Alors après 5 ans chez Lazard, tu réalises ce qu'on appelle dans le jargon un exit chez Capgemini pour faire du corporate M&A. Donc c'est du M&A interne, du M&A en entreprise. Quelles sont les similitudes et différences entre faire du M&A en banque en tant que conseil et faire du M&A en entreprise en tant que position corporate? Alors, superbe question, franchement, parce que assez paradoxalement, le métier est totalement différent alors qu'on travaille sur le même objet. Mais le métier est totalement différent. Il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, vous êtes directeur M&A, en général vous êtes seul ou vous avez un junior, et vous êtes sur un objet de petite taille. Alors, un objet de petite taille, c'est, on va dire, en dessous de 100 millions. En dessous de 100 millions, vous prenez pas de conseil, donc vous prenez en revanche un buy-side due diligence. Voilà, en buy-side professionnel du transaction services. Exactement. Donc vous vous entourez d'un bon mec qui peut vous faire une due deal financière, d'un mec qui vous fait une due deal légale et une due deal HR. Pour Capgemini, c'est très important. Donc le corps du moteur de Capgemini, c'est les gens. On prête les cerveaux aux autres entreprises. On vend les cerveaux aux autres entreprises avec un jour-homme, avec un taux jour-homme, etc. Et là-dessus, j'ai envie de vous dire que c'est quasiment le même métier qu'un banquier. Vous avancez assez tranquillement. Il y a pas de, en général, voilà, en tout cas en délégation de pouvoir, ou en général
surtout chez des grosses entreprises, vous pouvez faire des investissements juste avec l'accord du CEO et du COMEX, etc., etc. Donc, c'est du project management saupoudré un tout petit peu de finance. Mais vraiment pas beaucoup, parce que ça n'a pas beaucoup d'impact d'acheter une boîte qui fait, en tout cas pour Capgemini, qui aujourd'hui qui fait un peu plus de 20 milliards, ça n'a pas beaucoup d'impact d'acheter une boîte qui fait 20 millions. On l'intègre relativement vite. Et le vrai enjeu commence au moment où vous avez acheté l'entreprise. Comment vous réfléchissez toujours à comment je ne détruis pas de valeur. Donc, le directeur M&A a pour but non pas de faire un deal, mais de réfléchir de pourquoi il ne devrait pas faire le deal. C'est très différent du côté banquier déjà. Donc, le banquier, il va toujours te dire, il faut faire le deal. A priori, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Bien évidemment, dans l'intérêt du client. Et le job du directeur M&A, c'est de se dire, OK, pourquoi je ne devrais pas faire ce deal? Parce qu'il y a des risques légaux, parce qu'il y a des risques HR, il y a des risques financiers, il y a des risques géopolitiques sur le pays. Bien évidemment, la Russie en était un bon exemple récemment, où il a fallu faire des cessions à la hâte, à l'arrache, et bien évidemment pas forcément sur des meilleurs multiples, enfin le meilleur prix. Et pourquoi je ne devrais pas le faire du point de vue stratégique? Et ça, c'est une composante qui est nouvelle. Est-ce que ça fit bien dans la boîte? Est-ce que quand vous avez parlé avec le directeur de l'entité que tu veux acquérir, est-ce que tu sens qu'il va bien fitter? Donc il y a des soft skills qui commencent à apparaître. Et ça, c'est une idée très intéressante que j'adorais partager avec tes auditeurs, Guillaume. Les hard skills sont importantes jusqu'à 30 ans. À partir de 30 ans, les hard skills commencent à se périmer, on va dire, parce que c'est très difficile de maintenir les hard skills up to speed. Et donc, c'est les soft skills qui commencent à devenir excessivement importants. Ça veut dire quoi, excessivement important? Ça veut dire que c'est là-dessus que vous êtes capable de faire la différence en tant que directeur côté banque, mais aussi côté corporate. Donc, est-ce que vous avez la capacité à gérer l'équipe, à bien gérer l'équipe, parce que si vous avez un taux de gens qui partent qui est élevé, c'est pas bon. Si vous n'arrivez pas à connecter avec la boîte qui a envie de se vendre à vous, c'est pas bon non plus, et ainsi de suite. Donc, il y a les soft skills qui commencent à devenir importants. Et ensuite, on passe sur le deuxième cas. Deuxième cas, c'est tu es entouré et tu as des banquiers qui travaillent pour toi. Et là, c'est un régal. Parce que avant, les gens qui te donnaient des ordres, maintenant, tu leur dis « Non, mais cette slide, j'aimerais bien que tu corriges. » Donc, voilà, c'est un régal. Bien évidemment, je plaisante, mais pour le coup, ça change de dimension. En général, c'est pas le directeur M&A qui gère une très grosse transaction. C'est bien évidemment tout le COMEX qui commence à s'y mêler, le CEO, CFO, directeur le Chief Strategy Officer. Et bien évidemment, vous êtes beaucoup plus entouré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des banquiers. Et là, le job est encore différent du premier cas. Le job, c'est faire en sorte qu'au moment où toute la coordination d'informations, parce que sur un deal, il y a énormément d'informations. Et le job d'un directeur M&A, c'est de savoir prélever l'information et la dispatcher aux bonnes personnes. Ça veut dire quoi? Vous devenez une espèce de pivot, comme dans un jeu de basket. Donc, le CEO, il n'a pas besoin d'une présentation de 40 pages. Donc, le CEO, il faut le croiser dans l'ascenseur et pouvoir lui dire 3 choses qu'il faut qu'il puisse ressortir dans un meeting. Le CFO, il faut qu'il ait regardé les chiffres, non pas comme l'entreprise que vous désirez d'acheter les présente, mais telle que lui le comprend. Donc, ça veut dire qu'il faut, si on parle des bits, il faut savoir qu'est-ce qui est dans les bits, etc., etc. Et bien évidemment, en permanence, faire le pivot entre les opérations qui travaillent sur les synergies, avec les gens qui commencent à travailler sur le plan d'intégration, avec encore une fois, avec le légal interne, légal externe. Éventuellement, ça c'est une nouvelle composante qui est
qui avait disparu pendant un temps, mais qui est en train de revenir, c'est le CFIUS, par exemple, le fait de filer pour un CFIUS. Donc, CFIUS, c'est une obligation une obligation, c'est un organisme qui autorise les investissements étrangers aux États-Unis. Un organisme compliqué. L'Europe est en train de recréer la même chose, à la fois au niveau européen et au niveau national. Donc voilà, et donc t'es plus un project manager, t'es plus en train de produire, tu coordonnes, mais en permanence. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui passe à la trappe, il faut savoir rattraper la situation. Alors, je rebondis sur la frontière que tu as mentionnée des 30 ans, entre finalement les années de junior et les années senior, où les soft skills sont plus importantes. Tu as rejoint après Capgemini la banque d'affaires Oddo BHF, où tu es aujourd'hui exécutif directeur. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien et en quoi justement ce quotidien est totalement différent par rapport aux années que tu as vécues chez Santander ou Lazare, où tu étais plus jeune en M&A? Alors, la différence est assez flagrante et le niveau d'énergie qu'il faut déployer dans les métiers. Et c'est pour ça aujourd'hui, avant, bien évidemment, je critiquais mes patrons comme tout le monde. Maintenant, je leur tire mon chapeau parce que c'est un métier compliqué. Il faut savoir essuyer des refus. Parfois des comportements pas très cool de la part des clients, mais qui sont de fait obligés d'arbitrer. Ils ont une banque A, banque B, banque C qui proposent leurs services. Parfois t'es perdant, parfois t'es gagnant, parfois t'es perdant. Alors que tu peux avoir fait un job de dingue. Et en fait, ce qui est dur dans les métiers un peu plus seniors, c'est que ton effort n'est plus corrélé à ta performance. Bien évidemment, ça l'est un peu, donc ton intensité dans le marché, ta présence, ta capacité à être connecté, tout ça, ça compte énormément. Mais la réalité, c'est que nos amis, les clients, ils ont besoin de nourrir une telle banque. Peut-être, par exemple, les banques de bilan, ils ont des vrais arguments. Ils disent, mais en fait, nous, on va te financer. Dans un monde d'aujourd'hui, c'est important. Donc, ils disent, si tu nous donnes pas le mandat, et tu n'auras pas forcément le financement derrière. Donc, bien évidemment, j'exagère, mais voilà, il y a des petits trucs qui font que, les arcans du métier, comme on dit, qui font que l'effort et l'énergie que tu mets ne sont plus directement et proportionnellement, ni proportionnellement corrélés à ta performance. Donc, il y a des bonnes années, de la chance. T'as des années qui sont moins bonnes. Et en plus, donc je vais rajouter un niveau de complexité supplémentaire par rapport à ça, c'est pas juste un problème de ta performance, ton effort. Il faut aussi savoir si l'équipe suit derrière, parce qu'il faut qu'ils produisent. Il faut... là, par exemple, l'année est difficile. Elle est difficile pour tout le monde, mais voilà. Parfois, elle est plus difficile. Enfin, bref, il y a des cycles. Il y a aussi les cycles de fatigue, parce que, t'as parlé à tout le monde, voilà, et là, tu te dis, merde, quoi. Donc, voilà. Donc, les soft skills deviennent beaucoup plus importants et le réseau devient plus important. Alors, parlons du coup des équipes de production. Tu en as parlé, c'est les juniors. Nous, on le voit chez TrainingView, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui recherchent des stages, des CDI, notamment chez Oddo BHF. Qu'est-ce que tu recherches, toi, chez tes jeunes collaborateurs ? Entre le moment où toi et moi, on a été en banque junior et maintenant, le métier a encore évolué. Ça s'est beaucoup automatisé. Donc, je pense que n'hésite pas à nous raconter ton expérience, mais je pense qu'il a fallu que tu fasses les tradings à la main, avec tous les retraitements à la main, à partir avec des prints, à la fois des brokers, des retraitements, du bilan, etc., etc. Donc, littéralement, la méthode chez Lazare consistait à printer tous les backups, surligner le chiffre que tu as utilisé. Donc, ça me parle un peu. Ça te parle. Donc, c'était très time consuming, très formateur, mais très time consuming. Donc, il fallait beaucoup de rigueur, il fallait beaucoup d'attention. Depuis FactSet ou Capital IQ, je fais pas une publicité particulière pour l'un ou l'autre, mais ils sont devenus très très bons. La remontée de data se fait quasiment naturellement. Ça prend,
Si l'Excel, le plugin Excel est bien paramétré, ça prend à peu près quoi, entre 5 et 10 minutes pour télécharger 50 trading comps. Avant, ça nous prenait 3 semaines, quoi. Et donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je cherche plusieurs choses. Donc, je ne cherche plus les gens... Je cherche les gens smart et malins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes une liste, et rigoureux. Ça veut dire que quand tu regardes une liste et que, on va dire, tous les multiples d'EBITDA sont plutôt à 12 et d'un coup, tu as un outlier à 30, je veux que la personne, avant que je lui dise mais pourquoi celui-ci est à 30, ait la curiosité et la rigueur de l'avoir spoté, ça veut dire avoir lu ce qu'est la sortie des outils automatisés. ChatGPT aujourd'hui fait des profils de dingue, hein. Enfin, soyons honnêtes. Je veux que la personne s'est dit un sens critique, donc important, rigueur. Elle a balayé le truc et se dit ok, ce chiffre est un outlier. Pourquoi c'est un outlier? Donc aller avoir la curiosité, aller chercher pourquoi c'est un outlier. Si ça se trouve, ça devrait être comme ça parce que les mecs surperforment ou sous-performent, peu importe. Donc, il ferait sens dans ce setup. Mais je veux que quelqu'un se dise pourquoi. Les qualités, moi, ce que je cherche aujourd'hui, je pense qu'un analyste et un asso fait à peu près le même travail. Juste un asso accompagne davantage les plus jeunes. C'est rigueur, curiosité, et proactivité presque. En me disant, quand on me présente une feuille, en disant voilà, là, regarde, ce chiffre-là, il est à part, c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Parce qu'encore une fois, et ça, je pense que tu pourras faire un autre podcast là-dessus, le métier d'analyste est en train de changer profondément. Je vous rappelle, le ChatGPT fait des business descriptions de dingue. Il est capable de vous faire aujourd'hui les graphes, les tableaux, et je pense que toutes les boîtes, encore pas de publicité particulière, mais il y a PitchBook qui fait des trucs de dingue. Il y a Deal Value aussi. Enfin bref, aujourd'hui, l'accès à l'information, il n'est pas critique. Le traitement de l'information et la data, il n'est plus critique parce que c'est très bien fait par les machines. Maintenant, c'est où est la valeur de l'humain dedans? Elle est dans est-ce que j'ai compris ce que la boîte fait? Oui, non. Est-ce que c'est le même business? Quelles sont les tendances? Comment moi, en tant qu'humain, j'analyse les fondamentaux? Donc, en toute franchise, le métier d'un analyste aujourd'hui est plus complexe que ce que nous, on faisait. On nous demandait beaucoup plus de techniques, automatiques, voilà. Quels seraient tes conseils pour décrocher un stage ou un premier CDI en M&A de manière générale ou chez Oddo BHF en particulier? Alors, je pense que c'est valable sur les 10 dernières années de ma carrière et j'ai beaucoup interviewé de gens, notamment, je pense. Tu n'as pas eu un interview? C'est pour ça que tu as été embauché. Je n'ai pas eu ce plaisir. Alors, je sais qu'aujourd'hui, l'usage voudrait qu'un jeune sache faire du LBO ou du DCF, qu'il sache dire quelles sont les 10 erreurs sur des trading comps ou les comparables. La réalité, et encore une fois, c'est valide autant pour les gens qui veulent rester dans le métier que autant pour les gens qui veulent juste faire un passage. Ma plus grosse reco, c'est apprenez par cœur les financial statements. Ça veut dire quoi? La réalité, c'est que le par cœur est très utile. Vous apprenez ce que c'est le P&L, vous apprenez ce que c'est le bilan et vous apprenez ce que c'est le cash flow. Et comment les trois se connectent. Une fois vous avez ce layer de fondamentaux, en toute franchise, tout le reste va suivre. Tout le reste va pouvoir s'accumuler dessus, se poser là-dessus. Il y aura franchement aucun sujet. Je pense que le LBO viendra, ce sera il y aura une compréhension intime du LBO, non pas juste en recrachant les modèles, les formules, etc., etc. Donc, P&L,
Ce que c'est la top line, comment c'est constitué, comment on redescend jusqu'à net income, comment le net income se déverse dans le cash flow, comment tout ça a un impact dans le bilan. Voilà, ça c'est le conseil que je puisse donner. Et ce qui est génial, c'est que ça va vous servir toute la vie. Absolument toute la vie, que vous soyez Investor Relationship Manager, que vous soyez CFO, que vous deveniez un CEO ou que vous décidiez de lancer votre boîte. Passons à la deuxième partie de cet entretien. Être une femme aujourd'hui en M&A, la banque d'affaires reste majoritairement un secteur masculin, au sens où plus d'hommes que de femmes exercent le métier. À ton avis, pourquoi les femmes sont-elles moins présentes en banque d'affaires ? Alors, en blague et en aparté, j'ai longtemps cru juste parce que les femmes étaient plus intelligentes. Mais si je devais répondre à cette question, je pense que c'est comme tout, hein, il faut un pull et un push. Donc, les femmes qui sont attirées par ce milieu sont souvent un peu des cowgirls, un peu des gens voilà, qui ont envie d'y aller, Et ce passage qui est assez long hein, d'apprentissage, qui dure quasiment 10 ans en réalité, parfois peut-être il ne colle pas avec la mentalité des personnes qui ont envie d'aller chasser, qui ont envie d'aller faire du client facing, qui ont envie d'aller prouver qu'ils valent quelque chose. Ça, c'est peut-être ma première réponse. Deuxième réponse, et ça, je pense qu'il faut juste... c'est par rapport au pull et au push. Il faut y aller, il faut voir si ça plaît ou pas. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Le métier est difficile pour tout le monde, que tu sois un homme ou une femme. Historiquement, on a eu moins de role models, c'est-à-dire on avait moins tu vois, tu n'avais pas de Sherlock femme ou Girodol femme enfin ici il y avait Isabelle Xoal qui est exceptionnelle bien évidemment, mais voilà, on avait moins de modèles et on se disait moins génial, je peux y aller. Maintenant c'est plus vrai, beaucoup plus vrai. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont maintenant dans les postes d'origination. Il y a beaucoup plus de femmes qui sponsorisent les femmes, donc c'est en train d'évoluer. Sauf que nous, comme d'habitude, on est un peu dans la société de l'immédiateté. Je pense que il faut juste laisser entre quelques années pour que plus de femmes soient dans des postes importants et pour que nos amis les fonds et nos amis les corporates imposent aussi à leurs conseils d'avoir dans leurs équipes une forme de parité. Parce que pour le coup, quand j'ai été directrice fusion-acquisition chez Capgemini, je demandais systématiquement aux conseils qui venaient me pitcher d'avoir minimum 2 à 3 femmes. Ce qui est pas facile, hein, parce qu'ils étaient obligés de ramener les stagiaires. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien de femme en M&A et as-tu perçu une évolution entre tes débuts et aujourd'hui ? Oui. Ce changement entre ce qui se passait il y a 10 ans, c'est peut-être aussi parce que je suis devenue plus vieille, on va dire. Je pense que ce qui a changé, c'est que les femmes ont pris conscience qu'on a besoin de s'aider et de s'entraider. Et ça, je pense que c'est très important. Le métier de fusion-acquisition, c'est un métier de manipulation d'informations privilégiées. Un peu comme un agent immobilier, quand il a un appartement de rêve sur les Champs-Élysées de 400 mètres carrés, il ne va pas en parler à tout le monde. Un peu de la même manière, un banquier choisit ses interlocuteurs quand il prépare une transaction. Ça permet, bien évidemment, quand tu es banquier buy-side, de te positionner, de réfléchir, de se rapprocher du management, etc. etc. Donc, et pendant très longtemps, les femmes étant, je pense, un peu plus bonnes élèves, nous, on gardait une sacro-sainte confidentialité du sujet. Voilà. Je pense que cette entraide entre banquières dans différentes institutions a beaucoup évolué et est en train d'évoluer avec notre génération qui arrive enfin dans des postes d'origination. Quand tu parles d'entraide, c'est pas forcément que sur le recrutement, mais c'est aussi sur l'origination et l'exécution des mandats. C'est l'origination d'idées, exécution,
éventuellement juste des tips ou juste du soutien pur et dur, parce que parfois, quelqu'un, c'est un métier qui reste parfois conflictuel, donc c'est pas toujours facile, et c'est un banquier qui chasse et souvent un banquier seul. Et je trouve que voilà, les femmes, ils auraient, enfin en tout cas à Paris, il y a pas mal d'initiatives. Je vais te présenter la femme qui emmène une de celles que je préfère le plus, d'initiatives d'entraide et de soutien. J'ai envie de te dire que ça a changé, ce qui fait que c'est plus simple pour nous. On se sent moins seul, on est plus souvent soutenu. Quand t'as besoin de partager un problème, tu sais exactement vers qui te tourner, etc., etc. Donc en gros, c'est le principe de Minimi. Ok. Alors je reviens sur ce que tu disais quand tu étais chez Capgemini, tu imposais entre guillemets aux potentiels clients d'avoir une femme ou prospect, conseil d'avoir une femme dans l'équipe. C'est un peu compliqué parce que souvent les femmes postulent moins que les hommes pour ces métiers, et on le voit bien, nous en tant que formateurs, et je pense toi en tant que recruteuse, il y a moins de CV féminins que de CV masculins. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, à une étudiante aujourd'hui qui s'intéresse à ces métiers pour l'inciter davantage à postuler? Il pourra s'acheter plus de robes. Il faut pas négliger cet aspect. Moi, mon budget vêtements est important. Alors, blague à part, je pense qu'il faut... La carrière, en réalité, commence à partir de 30 ans, on va dire. Et quels que soient les choix que la personne décide de faire, il faut qu'elle les fasse en fonction des outils qu'il a envie d'acquérir. Et c'est valable pour les hommes et pour les femmes. C'est un métier qui est très formateur. Et l'assurance une fois t'es passé par ça, l'assurance que t'en tires permet réellement de changer la donne pour pas seulement pour soi, mais aussi pour celles qui suivent, etc., etc. Et je pense que il y a un principe, je pense que je l'ai appliqué quelques fois, on va dire fail but fail fast. Je pense que toutes les femmes doivent au moins passer par les entretiens en fusion-acquisition, parce que déjà l'entretien lui-même est formateur. L'entretien est formateur, la préparation est très formateur, comme les préparations dans les use cases. Je ne sais pas si tu te souviens, le use case strat, ça a beaucoup de sens. Et donc, ça veut dire quoi? Le message est très important. Se donner des outils pour ensuite, à partir de 30 ans, exploser, c'est tout ce que je souhaite aux jeunes femmes qui vont postuler en M&A. Alors, les banques d'affaires mettent en place des actions pour attirer plus de femmes au niveau junior et aussi les conserver sur la durée au niveau senior. Qu'en penses-tu? Et quels seraient les leviers nouveaux à activer pour encourager encore plus de femmes à postuler? Alors, il y a un tout petit peu de politiquement correct et du politiquement incorrect. Je pense que le vrai changement se fait au moment où les femmes deviennent mères. Aujourd'hui, et je pense que ce qui a beaucoup changé, et je remercie presque le Covid pour ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une acceptation et une facilité à faire du work from home. Et je pense qu'une femme, elle est plus à l'aise à se mettre pour un meeting interne avec ton MD. Elle est beaucoup plus à l'aise pour se mettre sur un Teams à partir de chez elle, le haut bien évidemment professionnel et le bas en pyjama, mais être éventuellement pas loin de ses enfants, être éventuellement juste dans un espace où elle peut se concentrer. Et moi je pense que ça a vachement changé la donne, et je pense qu'on verra plus de femmes rester en FUSAC, parce que, encore une fois, je rappelle les postulats de base, l'échelle a changé, c'est-à-dire on ne travaille pas seulement sur des deals France-France ou des petits... On peut choisir entre travailler sur les très petits deals, moyens deals, très gros deals. Donc il y a moyen par exemple, de faire un tout petit peu de small et revenir ensuite sur le mid, au moment où tu as besoin un peu de décélérer.
Il y a le work from home qui est un vrai outil de rétention pour moi parce que voilà, t'as pas besoin d'être là jusqu'à 4 heures du mat. Tu peux faire tout ce même travail à partir de chez toi, tout en étant dans un cadre, on va dire, plus sympathique. Et il y a un troisième, c'est tous les outils d'automatisation. Aujourd'hui, il y a vraiment, c'est phénoménal à quel point le M&A est en train d'évoluer sur les 7 dernières années avec des vrais outils et des outils qui vont mettre à part les hommes et les femmes assez facilement. Il y a une autre mesure qui est un peu controversée, c'est la politique des quotas, en tout cas de manière informelle, pour certaines banques qui recherchent prioritairement des filles par rapport aux garçons. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que cette pratique, elle est vraiment généralisée aujourd'hui ? Et est-ce qu'elle est nécessaire ? Alors, personnellement, je suis navrée pour les jeunes hommes qui n'obtiennent pas du coup les stages alors qu'ils sont 100 à postuler, donc les probabilités pour qu'ils l'obtiennent en stage sont plutôt de 10%. J'ai envie de vous dire, chez les professeurs, c'est l'inverse, donc messieurs, n'hésitez pas à aller dans le corps professoral. Vous aurez probablement 100% de chances d'obtenir le poste. Donc, tu vois, sous forme de blague, je dis de fait que je suis très en faveur de cet effort, qu'il soit implicite ou explicite, qu'il soit annoncé ou pas. Je pense qu'il faut. C'est assez paradoxal parce que au lycée on est tous ensemble, à l'école on est tous ensemble, et d'un coup t'arrives en banque et en fait t'es 2 filles dans une promo de 20 mecs. Et d'un coup tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps, quoi. Donc savoir de vivre ensemble, savoir travailler ensemble, je pense qu'il faut. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes cofondatrices ou fondatrices de sociétés. Il y a de plus en plus de femmes qui arrivent au COMEX et qui prennent des vrais postes de décision. Donc, à minima, c'est que le conseil reflète le tissu économique avec qui il travaille, quoi. Je passe maintenant à la troisième partie de cet entretien, l'actualité des M&A. Le secteur fait face à plusieurs difficultés. Il y a des conditions de financement plus difficiles, l'inflation, l'environnement macroéconomique incertain, des tensions géopolitiques, à la fois entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi entre la Chine et l'Occident. Quelle est ton analyse de la situation actuelle ? Et est-ce que Oddo BHF, dans laquelle tu évolues aujourd'hui, est impacté ? Je vais répondre en premier sur le contexte macroéconomique. Bien évidemment, on a bénéficié pendant, on va dire, 5 ans quasiment, donc on va dire de 2014 réellement jusqu'à tout récemment, on a bénéficié des taux qui étaient très faibles. Du coup, ça crée quelques comportements irrationnels. Donc le funding qui est un peu très simple parfois, peut-être trop simple. Donc, de fait, j'ai envie de dire que rationnellement, il fallait un tout petit peu rationaliser le tissu économique, c'est-à-dire laisser aux corps économiques non fonctionnels et qui étaient un peu sous oxygène, les laisser mourir pour, comme Schumpeter le dit, pour recréer de l'innovation, recréer des idées, etc., etc. Donc, d'un côté, bien évidemment, je trouve que il fallait qu'on se prenne une petite correction. Bien évidemment, en tant que banquier, en plus, moi, j'ai des objectifs chiffrés, etc., etc. Je souffre un peu parce qu'aujourd'hui, deux phénomènes se fait, c'est que des actifs de bonne qualité sortent sur le marché. Et les gens qui ont, du coup, les private equity, même les corps, ils ont beaucoup plus de temps pour regarder les dossiers de bonne qualité. Donc avant, un dossier de bonne qualité pouvait sortir en 3 mois. Aujourd'hui, un dossier de bonne qualité sort en 6 mois, on travaille, on pose des questions, etc., etc. Donc voilà, le temps du deal s'est rallongé. L'effort et la fatigue du deal aussi s'est rallongée. C'est-à-dire, voilà, parce que je pense que tu te souviens, on travaille par projet, en fait. Tu es embordé sur un deal, tu déroules le deal, tu finis le deal. Et tu fais le restaurant qui va avec. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fatigant d'amener un deal. Y a les acheteurs sont plus frileux. Parce que, encore une fois, c'est pas juste une question d'impact d'aujourd'hui.
Est-ce qu'ils peuvent dépenser de l'argent? Oui, je pense qu'ils peuvent investir. Mais aller convaincre que ton comité, il faut avoir une thèse excessivement solide et les reins solides pour aller dire à un comité, non, je pense vraiment que cette boîte-là, si demain il y a un global turndown, cette boîte-là, elle va survivre. Et parce que dans 12 mois, il va falloir expliquer au comité pourquoi cette boîte-là, la boîte dont tu as dit qu'elle allait survivre, et pourquoi elle est en faillite ou en Chapter 11 ou Chapter 7. Donc, cet aspect-là est presque procyclique, c'est-à-dire, voilà, tout le monde est dans une forme d'attentisme, et moi compris, hein, parce que, enfin, les banquiers aussi compris, parce qu'on attend le current trading, on attend de se dire, est-ce que vraiment c'est en train de plonger, ou est-ce que c'est juste une petite correction de rien du tout? Bien évidemment, je pense que tout le monde suit ces analyses-là. Il y a la Banque centrale européenne a prévu de continuer, en tout cas, de faire des petites augmentations pour suivre les États-Unis. Alors, est-ce que ça a un impact sur le secteur financier? Oui, mais je trouve que, en tout cas, voilà, beaucoup de publicité pour ODDO BHF, mais on est une banque pan-européenne, présente sur beaucoup de métiers. Donc, quand le conseil souffre un tout petit peu, il y a l'asset management, il y a le fonds de fonds, il y a le wealth management, et voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est une banque qui reste très robuste et bien évidemment très bien gérée. Alors, Hélène, on le sait, toi et moi, le M&A ralentit parfois, mais ne s'arrête vraiment jamais. Pourquoi rester optimiste pour la suite? C'est tout simple. C'est que imaginez-vous, toujours quand vous avez un doute sur la fusion-acquisition, et là je m'adresse à tes auditeurs, il faut imaginer ça comme si c'était un appartement. Est-ce que, parce qu'il y a une crise, est-ce que tu as prévu d'intégrer l'EM Lyon? T'es parisien, et parce qu'il y a une crise, est-ce que du coup, t'as été admis à l'EM Lyon, big up, t'es parisien, est-ce que du coup, parce qu'il y a une crise, est-ce que tu vas pas déménager à Lyon? Est-ce que tu ne vas pas louer un appartement? Une fois, t'as envie d'aller travailler j'en sais rien, chez Price. Est-ce que Price à Paris, est-ce que du coup, et alors que t'avais ta loc à Lyon, du coup, est-ce que tu ne lâches pas ta loc à Lyon et tu déménages pas à Paris? Tu viens d'avoir ton job, t'as travaillé 3 années, tu peux prendre un crédit. Est-ce que tu vas acheter ou est-ce que tu vas attendre? La réalité, c'est que le M&A, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il y a des cycles, vrai. Il y a des corrections sur les prix qui se font, vrai. Mais il y a toujours des questions de transmission. Les boîtes, ils ont besoin de transmettre. Enfin, les fondateurs, ils arrivent à me donner à un moment où ils se disent, voilà, moi j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de prendre ma retraite, j'ai envie de passer le flambeau à mes enfants. Il y a certains secteurs périclitent, d'autres commencent à exploser. Typiquement, on l'a vu là, le crypto, où tout le monde s'excite un peu là-dessus, alors que l'IA est en plein boom. Donc il y a l'aspect cycle de la vie de l'entrepreneur, il y a l'aspect secteur qui est important, et troisième aspect qui reste important, c'est-à-dire quand les acheteurs européens sont pas là, il y a toujours les acheteurs du Moyen-Orient, il y a toujours les fonds souverains qui reviennent un tout petit peu à la charge, parce que pendant un temps, ils n'étaient pas compétitifs parce que voilà, tous les fonds français étaient prêts à déployer. Et les fonds souverains, maintenant, ils sont beaucoup plus actifs parce qu'ils savent que leur argent est devenu de nouveau utile. Alors nous allons finaliser cet entretien avec le quiz du Career Insight. J'en rappelle les règles brièvement. Question courte de mon côté, réponse courte de ton côté. Je vais essayer, parce que là, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1h30. Alors, Hélène, tu as débuté stagiaire en M&A et tu es aujourd'hui executive director. Quelle est ta recette pour survivre dans ce métier? Croire que c'est un jeu. Prince of Persia, on avance par niveau. Ton meilleur souvenir professionnel? Oh, j'adore. Quand j'ai cash in mon premier fee que je suis allée sourcer. Ton pire souvenir professionnel? Quand je rentre chez moi à 7h du mat et je sais qu'à 9h, il faut être de retour au bureau. Le deal le plus impressionnant que tu as fait? Altran. Le deal le plus difficile que tu as réalisé? Une vente d'un business agricole en Serbie. Le client qui t'a le plus impressionné? Le fondateur de Supersonic Imagine.
Si tu devais décrire les 3 banques d'affaires dans lesquelles tu as évolué, Santander, Lazard et ODDO BHF, avec un seul adjectif, ce serait lequel? Santander, mondial. Lazard, exceptionnel. ODDO BHF, entrepreneurial. Finalement, être une femme aujourd'hui en M&A, c'est plus un avantage ou un inconvénient? Un avantage. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler. Quelle est l'anecdote que je pourrais partager? Parce qu'il y a des anecdotes assez classiques où voilà, t'es la seule femme dans la pièce, on te demande d'aller faire le café, le MD se présente à toi parce qu'il sait pas que tu travailles dans son équipe. Bref, tout ça, je pense globalement on l'a tous vécu. Donc c'est pas exceptionnel. Qu'est-ce qui est exceptionnel? Alors je vais vraiment commencer par une anecdote parce que elle est c'est un couple, le couple dort dans le lit, donc là, Simon, il tourne dans le lit. Simon, il est pas content, il arrive pas à s'endormir, il est déjà 3h30 du matin. Vraiment pas facile. Sa femme, Maryse, elle dit Simon, pourquoi t'arrives pas à dormir là? Ça commence à me faire chier parce que si toi tu dors pas, moi je dors pas. Demain, les enfants, la voiture, les activités, il faut travailler. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je dois de l'argent à Pierre et franchement la réalité c'est que je ne sais pas comment je vais lui rendre. Je sais juste pas comment je vais lui rendre. Caramba. Alors là, Maryse et le voisin là, juste à côté en plus, donc je vais le croiser, et moi je peux pas lui rendre cet argent-là. Alors Maryse, elle ouvre les volets, elle ouvre la fenêtre, et elle crie Pierre, Pierre, Pierre. Donc Pierre, 4h du mat, Pierre se réveille, il dit Maryse, franchement, t'es vraiment une voisine d'amour, mais là tu me fais chier, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit Simon, il a pas de quoi te rendre de l'argent. Alors, Simon halluciné, Pierre estomaqué. Simon lui dit, pourquoi t'as fait ça? Il me dit, maintenant c'est lui qui dormira pas. Alors, l'anecdote a de l'importance. Il faut communiquer en permanence sur ce qu'on peut et ce qu'on peut pas faire. Parce que quand on sait pas, on dort mal. Quand on sait qu'on peut pas faire un truc, on dort mal. Alors que si on l'a partagé avec son supérieur hiérarchique, ou quelqu'un qui peut vous aider, je pense que ça a une vraie valeur de pouvoir en parler et peut-être la personne en face aura une solution. Voilà. Très bien. Enfin, le conseil que tu donnerais à la jeune Hélène Panova qui étudiait à l'ESSEC il y a encore quelques années? Absolument, c'est critique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait partie de mes forces, c'est critique de développer le réseau. Tous les jours. Comme une mantra, combien de nouvelles personnes tu as rencontrées? Ça veut pas dire qu'il faut être ami avec eux, ça veut pas dire qu'il faut absolument garder contact, mais il faut rencontrer les personnes. S'intéresser à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le font? Parce que vous allez voir, c'est très très drôle parce que les cercles étant très concentriques au final, c'est toujours utile de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et le vrai test, c'est est-ce que dans une pièce, quand vous rentrez dans une pièce, allez non pas vers les gens que vous connaissez, mais envers les gens que vous ne connaissez pas. Voilà. Merci Hélène pour ton temps. C'était un vrai plaisir. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.